Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille en duplex Frédéric Gallois, directeur de la société de sécurité privée Galis et ancien commandant du GIGN. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors on va revenir évidemment sur les attaques de vendredi, les attentats perpétrés à Paris par des islamistes. Beaucoup de Français maintenant se posent la question de la sécurité. Beaucoup ne se sentent plus en sécurité. Ont-ils raison de ressentir cela ? Écoutez, il y a effectivement une menace, et ça on ne peut pas le nier, qui pèse sur la France. Néanmoins, il faut aussi relativiser, je dirais, la capacité des terroristes qui ne va pas frapper dans toutes les villes tous les jours. Ça reste des attaques qui sont exceptionnelles dans la fréquence, mais qui sont aussi, il faut le reconnaître, et c'est ça qui est très choquant, exceptionnel dans la violence, et on l'a vu vendredi, dans leur réalisation. Ouais. Voilà. Il faut continuer néanmoins à vivre et observer la montée en puissance de nos services de sécurité qui vont aussi tenter d'anticiper aujourd'hui, demain, les prochaines attaques. Un des terroristes, Omar Ismaël Moustaphaï, qui était d'origine française, était connu des services de police, de la justice également. Il était fiché S pour radicalisation. Il y aurait aujourd'hui 11 500 personnes fichées S en France, qui représentent une menace potentielle à la sécurité à la sûreté de l'État. Alors, comment se fait-il que ces personnes qui sont connues donc, des services de police et de la justice puissent commettre des attentats ? Alors, il faut bien se rendre compte que cette fiche, ce classement, est un outil qui est utilisé pour la justice et les forces de police afin d'identifier des individus qui potentiellement pourraient être dangereux. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont passés à l'acte terroriste, mais ce sont des gens qui ont un potentiel. Donc c'est un classement qui n'est pas définitif, mais qui permet d'orienter effectivement les recherches. Ce qui, à mon sens, me paraît important aujourd'hui, c'est un autre classement que l'on pourrait faire, qui est celui finalement de la commission d'un certain nombre de petits délits. Parce qu'on se rend compte qu'au-delà du classement, on a des individus qui ont commis une multitude de petites infractions et qui au final continuent de vivre normalement, qui ont été interpellés, qui ont fait des petits temps de prison. Je crois que surtout la réflexion qui doit être menée avec le ministère de la Justice, c'est de savoir si, lorsque l'on a commis un certain nombre d'infractions, est-ce qu'au final, ce sont toujours des petites infractions. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à mener en disant, au bout d'un certain temps, une dizaine d'infractions, de crimes ou de délits, ça devient un gros délit ou ça devient un crime important. Je pense qu'il y a une réflexion à mener là-dessus pour justement ne pas rester fiché sur uniquement le premier classement qui a fait l'objet d'une fiche S. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, parle par exemple de mise à résidence, également de centres de déradicalisation pour ces personnes qui sont fichées. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Moi, je crois que il y a un débat qu'il faut mener très courageusement et on aurait tort de le laisser de côté, touché par une sorte de ce que l'on peut appeler un islamiquement correct. Vous voyez, qui viserait à dire qu'il n'y a pas de débat au sein de la communauté musulmane. Or, c'est complètement faux. Moi, j'ai des amis qui sont musulmans et qui sont en plein dans les débats internes face à une petite minorité de musulmans qui se radicalisent suite à une interprétation, suite à une vision qu'ils ont de leur propre religion qui est devenue extrêmement, totalitaire, on va dire. Et donc je crois que surtout, me semble-t-il, n'hésitons pas le débat sur ce sujet, parce que nous allons isoler la grande partie des musulmans modérés qui sont confrontés à ce débat au sein de leur propre communauté. Et surtout, je dirais, l'aide que pourrait apporter l'État est de mettre la pression sur des pays ou des zones qui poussent à une interprétation rigoriste de l'islam, qui met mal à l'aise une grande partie de nos musulmans. Je crois que le danger actuellement, et c'est ce que j'entends moi aujourd'hui sur certains médias, c'est d'essayer d'esquiver le sujet qui est absolument fondamental, qui est celui du débat de la vision que doit avoir un islam absolument compatible avec les valeurs de nos sociétés, de la République française, et ça dépasse bien entendu la France. Donc je crois qu'il y a vraiment un débat, donc quand on parle de déradicalisation, c'est d'abord mener le débat à côté de la communauté musulmane modérée qui est
la grande majorité des musulmans en France, et de ne pas esquiver le débat en faisant croire que l'islam n'a rien à voir dans tous ces sujets-là. Alors, Tout le monde se rend bien compte que c'est un sujet qui est central. Revenons maintenant sur les attaques de vendredi. Le mode opératoire semble avoir changé. Il s'agit d'un mode beaucoup plus planifié, organisé. Et surtout, ces terroristes sont déterminés à se donner la mort. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de lutter contre cette forme de terrorisme venant de l'intérieur ? Alors, deux remarques. C'est effectivement, depuis le 11 septembre, nous avons observé une nouvelle dimension dans les attaques terroristes qui est la dimension suicidaire et qui finalement rend très difficile la gestion de ce type de crise. Pourquoi ? Parce que lorsque les terroristes qui sont en face n'ont plus aucun instinct de survie, et ben nous n'avons plus de manœuvre, si vous voulez, derrière. On n'a plus de capacité, en fait, à un moment donné, à négocier ou à essayer de trouver une sortie. En fait, lorsque l'ancien juge de terrorisme, le juge Trévidic, avait signalé qu'il y avait des risques d'attentat, on avait parlé même d'une salle de concert, c'était il y a quelques mois, et lorsqu'il a signalé ça au début novembre, qu'on était face à ce risque-là, est-ce qu'il y a eu une faille au niveau de la sûreté de l'État ? De toutes les façons, je dirais qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé. Donc effectivement, il faut savoir comment est-ce que des terroristes ont pu passer à travers les mailles du filet de la surveillance. C'est évident, donc quelque part, il y a évidemment une réflexion à mener parce qu'il y a eu, je pense, effectivement, quelque part, quelque chose qui n'a pas marché. On peut pas le méconnaître. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, réclament des actions de la part du gouvernement au-delà des mots depuis notamment Charlie Hebdo, les attentats de janvier. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Est-ce que c'est un procès qui est légitime ou au contraire, les mesures qui sont mises en place aujourd'hui sont efficaces ? Écoutez, moi je pense qu'il faut absolument que l'autorité politique se mette à définir un plan global de gestion contre la menace islamique radicale. C'est un plan global. Je vous donne un exemple. On ne peut pas reprocher à la police ou au service de renseignement de ne pas être capable entre guillemets, nettoyer les caves des caves de certaines banlieues, de tout l'armement qui est déposé, à partir du moment où on laisse l'accès aux frontières françaises complètement ouvertes. C'est un peu comme si vous demandiez à des policiers de vider l'eau d'une baignoire avec une petite cuillère, tout en laissant le robinet ouvert, si vous voulez. C'est donc la dimension policière n'est qu'une dimension. Il y a une dimension politique, il y a une dimension qui est liée à la justice, il y a une dimension diplomatique et géostratégique. La dimension policière, c'est qu'une petite partie. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain ? Il faut aller sur le terrain aujourd'hui. Il faut aller sur le terrain, notamment en Syrie. Est-ce qu'il faut faire une coalition avec la Russie, comme le prône notamment Nicolas Sarkozy ? Je dirais qu'aujourd'hui, on dit qu'il va falloir faire des sacrifices. Les Français vont devoir se serrer la ceinture. Mais moi, je pense que les premiers sacrifices qui doivent être faits, ce sont par les autorités politiques, qui devront, à mon sens, revoir certaines de leurs idées, certaines de leurs positions, qui, on pouvait le comprendre, sont valables en temps de paix. En temps de guerre, puisqu'ils ont annoncé que nous étions en guerre, c'est à eux de revoir leur copie. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous n'avons plus du tout de relation avec le gouvernement syrien. Or, nous avons des gens qui ont des passeports syriens. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de se tourner vers un service de renseignement syrien qui pourrait nous donner l'origine de ces passeports. Est-ce que c'est un vrai passeport, un faux passeport, qui y a derrière, etc. Aujourd'hui, Bachar al-Assad dit qu'en effet, il serait pour cette coalition des renseignements seulement s'il y avait une coopération politique. Ce qu'aujourd'hui refuse le gouvernement français. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je dis s'il y a des sacrifices à faire aujourd'hui, ils doivent être faits par nos politiques et qui devront revoir des positions qui pourraient peut-être éventuellement se comprendre en temps de paix, mais qui ne sont plus tenables en temps de guerre. Aujourd'hui, nous avons besoin de définir qui est notre ennemi et à partir de là, s'associer à tous ceux qui combattent cet ennemi, et évidemment le gouvernement syrien, parce que nous avons besoin de leur appui, de leur renseignement. Sinon, nous allons être complètement en aveugle sur la menace qui vient du centre de la Syrie et de l'Irak. C'est une première position. Pour terminer, le président de la République, François Hollande, a décrété donc l'état d'urgence ainsi que 3 jours de deuil national, donc avec la fermeture également de lieux publics, des frontières. Est-ce que vous estimez, là, dans quelques jours, on aura un événement important, la COP 21, qui va réunir de nombreux chefs d'État et de personnalités politiques. Est-ce que vous estimez qu'on devrait reporter cet événement ? Non, je pense que ce serait un très mauvais signal lancé
notamment envers nos ennemis, c'est-à-dire que ce serait leur donner raison et ce serait peut-être par la suite augmenter la menace. Évidemment, il y a des moyens de sécuriser, entre guillemets, de bunkériser, je n'ai pas ce terme, mais c'est ça, hélas, ce qu'il va falloir faire dans des espaces extrêmement sécurisés. Il y a des moyens de sécuriser en mettant un dispositif extrêmement développé. Il ne faut pas annuler parce que je pense que ce serait au contraire attirer d'autres menaces puisque ce serait montrer que nous sommes vulnérables. Or, non, nous avons la capacité d'assurer, surtout c'est des événements, si vous voulez, qui peuvent être circonscrits dans l'espace. Voilà, l'inquiétude est plus sur une menace généralisée sur le territoire national, mais pas sur des événements qui peuvent être circonscrits, qui concernent finalement des toutes petites zones et qui peuvent être sanctuarisés avec des forces de sécurité nécessaires. Merci beaucoup Frédéric Gallois, donc directeur général délégué de Galice et également ancien commandant du GIGN. On passe à la suite de Direct Marché.